Nutrinor a 75 ans, une histoire hors norme et une mission: unir nos forces à celles de la Terre pour accroître de façon durable la richesse collective. Racines et récoltes est un balado qui vise à faire connaître un peu mieux Nutrinor à travers son histoire, ses 1034 membres et ses 1000 employés. En toute authenticité, historiens, administrateurs, employés et agriculteurs membres de la coopérative vous dévoilent ce qu'on a semé au cours des 75 dernières années, ce qu'on récolte aujourd'hui et ce qui poussera demain. Bienvenue à Racines et récoltes. Mon nom est Michel Blackburn, je suis conseiller en communication numérique chez Nutrinor et j'aurai le bonheur de recevoir une panoplie d'invités qui ont laissé leur trace à la coopérative. Bonne écoute! Bienvenue au 6e épisode de Racines et récoltes. Dans cette émission, nous discuterons du domaine énergie de Nutrinor, un secteur constamment en mouvement, lui aussi. Nous recevrons M. Jean Riverain, ancien directeur de Propane MEM, M. Mario Lemelin qui couvrira le secteur des produits pétroliers, M. Luc Simard qui nous parlera du secteur du propane et M. Evans Filion, vice-président du domaine énergie chez Nutrinor, qui nous entretiendra de la transition énergétique et de l'avenir. Monsieur Jean Riverain a été engagé chez Propane MEM en 1984 en tant qu'estimateur pour Thermogaz. Il y a passé 36 ans dans divers postes pour terminer sa carrière en tant que directeur principal de Propane MEM et des quincailleries. Il a pris sa retraite en 2020, mais il a beaucoup d'histoires à nous raconter. Bienvenue, Monsieur Riverain. Bonjour. Merci d'avoir accepté tout d'abord l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, M. Riverain, j'aimerais que vous alliez un peu là, à la genèse de la vente de propane à l'intérieur de Nutrinor, parce qu'en fait, Propane MEM ne faisait pas partie nécessairement de l'ADN de Nutrinor. Ça existait avant. Oui. Propane MEM existait depuis quand même plusieurs années. Parce qu'à la base, en fait, souvent les gens nous posent la question, les 2 M de Propane MEM, ça vient d'une raison précise. Les 2 M de Propane MEM viennent c'est de l'histoire là, qu'on m'a contée, oui. Viennent de la famille Murdoch, qui a acheté Propane MEM d'un monsieur Milliard à l'abbé. Ah. Donc, Propane MEM aurait commencé ses activités avec c'est un Français qui est arrivé avec la technologie, il a débuté à l'abbé et puis a été acheté et fusionné avec la famille Murdoch pour faire Propane MEM. Donc, ça veut dire qu'à votre arrivée chez Propane MEM et non chez Nutrinor, donc l'entreprise existait déjà, était exclusivement vendeur, distributeur de propane? On faisait à peu près les mêmes opérations, la vente d'équipements, la distribution de propane en vrac, en bouteille. On avait aussi la réception déjà de ce temps-là par voie ferrée. OK. Donc, c'est à peu près les mêmes opérations, là, mais avec un volume beaucoup plus petit. Évidemment. À la grandeur de la région? On était à la grandeur de la région. On avait un bureau à Alma, sur l'avenue Dupont à Alma, et puis notre bureau principal sur le boulevard Talbot. Puis on avait un client majeur qui, si je ne me trompe pas, était plus que 50% de notre volume, qui s'appelait, dans le temps, Alcan. Ah, oui. Qu'on connaît légèrement. Qu'on connaît sous le nom de Rio Tinto, mais on desservait Alcan Alma et Alcan Arvida dans le temps. C'était notre plus gros client. Donc, votre évolution à l'intérieur de Propane MEM s'est vécue comment? Parce que vous êtes arrivé dans votre jeune âge, au début de votre carrière, peut-être, oui? Oui, j'ai commencé, j'ai fini l'université en 1982, un bac en administration. Et puis, je travaillais dans le domaine des quincailleries. Ah! Je travaillais pour l'entreprise régionale Potvin Bouchard. Oui. Puis après ça, j'ai tout de suite tombé chez MEM. Puis j'ai fait à peu près un peu toutes les postes. J'ai commencé aux estimations. On allait souvent faire des installations même avec les techniciens, fait de la livraison. Surtout du côté industriel où il y avait du résidentiel aussi à l'époque? On avait à peu près les mêmes catégories de clients, mais presque, comme je disais, majoritairement l'industriel Alcan, mais à peu près tous les restaurants, hôtels. Ah. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de gaz naturel. Fait que c'était tous nos clients. Lors de l'acquisition de Propane MEM,
premièrement, Nutrinor a acheté l'entreprise, il n'a pas acheté le terrain de Chicoutimi sur Talbot. Ouais. On avait 3 ans pour se relocaliser, donc de 94, on avait jusqu'à 97 pour se relocaliser. Donc, dans la première année ou dans la deuxième année, on a tout de suite fermé la division Alma. Oui. Et suite à ça, on a, par hasard, eu lorsqu'il y a eu le feu à l'ancien siège social. Oui, effectivement, à Saint-Bruno. Effectivement, à Saint-Bruno. Il s'est libéré un terrain entre la meunerie et où est la quincaillerie présentement, dans le temps. Qui était le siège social à l'époque. Qui était le siège social, ou l'ancien abattoir même de la chaîne. Mm-hmm. Donc, il s'est libéré une partie de terrain. On avait accès à la voie ferrée et on a décidé de s'en aller là. Parce que le choix était stratégique grâce à la voie ferrée. Le choix était stratégique pour nous, ça prenait absolument une voie ferrée. OK. Parce que pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, le propane n'arrive pas par magie. Là, donc, il faut qu'il y ait une distribution, donc un transport du gaz d'un point A à un point B. On peut le faire par camion, aller à la raffinerie là, de Saint-Romuald, mais tu as juste un fournisseur. Mm-hmm. Donc, avec une voie ferrée, tu trouves une multitude de fournisseurs. Là, tu peux acheter de l'Ouest canadien. Tu peux à la grandeur du Canada. Des États-Unis. Tu peux acheter de l'Est. On a acheté un petit peu de partout là, du propane. Puis ça permet, je suppose, aussi d'avoir une certaine autonomie, une certaine liberté des volumes qu'on est capable d'emmagasiner. Oui, parce que... Pour jamais en manquer, dans le fond. Pour essayer de jamais en manquer. Là. Mais oui, effectivement que... nous autres, on disait quand il s'en vient, mettons, 10 wagons, donc tu as 10 réserves qui sont sur la route. Ouais. Donc, tu peux en avoir une à Montréal, une à Québec, une à Saguenay, puis 3 sur le siding à côté. Donc, ça augmente tes réserves. Donc, continuons. Là, on trouve le point stratégique à Saint-Bruno pour installer on va dire, les nouvelles installations de propane MEM. Dès le départ, dans le fond, ça a été quoi les défis vécus? Bon, les défis vécus, un de nos plus gros défis dans le transfert, parce qu'on était une entreprise du Saguenay, 95 % de nos employés étaient du Saguenay. Oh, OK. Ça a été de mobiliser nos employés. Ouais. Parce que si on recule dans les années 84, l'autoroute n'existait pas. Et puis, c'était quand même... même ça fait partie de la même région, le Saguenay et le Lac-Saint-Jean avait quand même une certaine distance entre les deux, là, qui n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, en 20 minutes, on est rendu. Là. Donc, on a mobilisé nos employés, puis dans le transfert, on n'a pas perdu. Il n'y a pas un employé qui n'a pas accepté de venir travailler à Saint-Bruno. Ça veut dire, à ce moment-là, vous m'avez dit, on est dans le milieu des années 90, si ma mémoire est bonne. On est en 97. En 97. Oui. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu des moments marquants? Parce que là, on est rendu dans la vie de Nutrinor. Le Nutrinor des années 90 n'est pas du tout le même que le Nutrinor des années 2024. À ce moment-là, est-ce qu'il y a eu j'oserais dire des embûches, ou est-ce que la transition s'est effectuée naturellement? Bien, on a eu... ça a été facile, je pense, pour nous de s'intégrer à Nutrinor. Okay? C'est sûr que les années où on a été acquis par Nutrinor, c'était des années difficiles là, au niveau de la rentabilité chez Nutrinor. Ouais. Ça nous a un petit peu... pas occasionné des problèmes, mais c'était un petit peu plus difficile là, les premières années. Parce que on a fallu travailler fort là, pour toujours, on va dire, optimiser nos opérations, essayer d'être plus efficaces. Ça, Nutrinor nous a toujours encouragés là-dedans, puis nous a aidés à se perfectionner, puis à avoir des nouvelles méthodes, des nouveaux systèmes. Ça nous a aidés à être de plus en plus efficaces. Et ça veut dire que là, on est rendu à peu près dans le début des années 2000. Pour situer les gens, début des années 2000, c'est ce qu'on appelle dans notre balado là, presque les années noires de Nutrinor. Ouais. Comment Propane MEM s'est sorti du lot, en fait, pour continuer d'être périn là-dedans? Nous aussi, on a toujours travaillé pour développer notre clientèle. OK. Aujourd'hui, on distribue le propane à Québec. Québec, c'est fait... on a commencé à vendre du propane à Québec avec un client. OK. Puis 2. Puis, ça a été petit peu par petit peu. On avait un camion qui allait passer une avant-midi par semaine pour aller remplir, mettons, 20 clients, puis il revenait le soir. Plus tard, il faisait 2 jours. Après ça, il faisait 3 jours. Après ça, on a fait
2 camions, 3 camions. Fait que Québec s'est développé comme ça aussi. OK. Fait que Québec, c'est quand même un fleuron, je pense, aujourd'hui, qui est... on a une bonne clientèle, puis une clientèle qui est quand même aussi résidentielle assez fidèle. Là. C'est ce que je m'en allais dire, parce que Propane M&M a grossi dans les années 2000. Là, maintenant, on a, moi, j'appelle ça un point de service. Est-ce que c'est le bon terme à Saint-Marc-des-Carrières? Oui. Le plan de Saint-Marc-des-Carrières est arrivé, lui, plus dernièrement. Là, c'était pas dans les années 2000, là, mais plus, ça fait peut-être une dizaine d'années qu'on est à Saint-Marc-des-Carrières. Là. OK, parfait. Donc, ça veut dire, à ce moment-là, donc de commencer presque à zéro le marché de Québec. Est-ce que ça l'a amené des défis supplémentaires? Parce que là, on parle quand même, Propane M&M, dans ces années-là, d'une équipe petite, mais débrouillarde. Donc, à ce moment-là, pour développer des nouveaux marchés, ça prend quand même, dans ce que j'appelle du jus de bras. Il faut pouvoir le faire. Là. Oui, ça a pris beaucoup de jus de bras. Beaucoup d'implication du personnel. Comme je vous disais, les chauffeurs, au début, on n'avait pas de main-d'œuvre là-bas. Les chauffeurs partaient puis ils allaient coucher. Ils couchaient une semaine à l'hôtel, puis on alternait. Ça fait que c'est comme ça qu'on a développé ce secteur-là. Puis après ça, on a engagé du personnel. Ça fait que le secteur de Québec, là, c'est fait, là, comme tu disais tantôt, avec du jus de bras. Oui, c'est ça. Puis je pense même que les méthodes ont changé parce que, pour que les gens comprennent bien, un livreur de propane ou un livreur de n'importe quel domaine là, chez Nutrinor, il y a toujours ce qu'on appelle une route là, à faire. Mais à l'époque, ce n'était pas aussi informatisé qu'aujourd'hui. Non. On a commencé au début, les chauffeurs étaient maîtres de leur route, avaient des cartons, et puis c'est eux qui faisaient la route. On a informatisé les routes une par une. Puis ça, c'est dans les débuts, là, quand on a commencé avec Nutrinor, là, prendre les livreurs, puis écrire les routes, puis les transposer informatiquement pour qu'il y ait des cycles là, aux semaines, aux 2 semaines, puis aux mois. Là. Ce qui fait partie un peu de l'évolution, mais ce qui fait partie un peu du progrès qu'on voulait amener à l'intérieur de l'entreprise. Oui. Cette évolution-là a été réussie comment, en fait, pour un directeur, par exemple, de Propane M&M? Bien, on a eu quand même, je dirais, des bons guides. Là. Puis, entre autres, l'avenue de Yves Girard aussi a amené, c'est lui, je pense, qui a propulsé Nutrinor, qui nous a aidé à nous propulser. Je pense que Yves était quand même assez méthodique. Là. Okay. On faisait des planifications stratégiques, puis il y avait des suivis de planification stratégique là. Ces planifications stratégiques-là nous ont amenés à aussi vouloir vendre du propane comme grossiste au Québec. Ouais. On a... là, je ne me rappelle pas les années exactement, mais on a loué un plant de propane à Québec. Un des distributeurs de propane était sur le bord de prendre sa retraite. Voulait soit vendre ou louer son plan. On s'est positionné à Montréal, à Montréal-Est. Et ça, pour le bénéfice des gens, qu'est-ce que ça change dans la dynamique d'une entreprise qui vend du propane d'avoir plusieurs plans différents? Bon, le plan de Montréal était stratégique pour vendre du propane en gros, pour être grossiste. Donc, pas pour développer une clientèle, pas pour être distributeur, mais pour être grossiste. Vraiment vendre, être revendeur à d'autres distributeurs de propane. Parfait. Fait que ça nous a propulsé, on va dire, à la grandeur de la province. Donc, on a parti de distributeur Saguenay-Québec à provincial, à la grandeur du Québec. On a fait l'acquisition de Propane 2000 avec la Fédérée. On a fait l'acquisition de Propane Mont-Laurier. On a fait l'acquisition... mais ça, on était seul quand on a fait à Sept-Îles. Oui. Et là, ça veut dire que là, on arrive vers aujourd'hui, vers 2024. Et je dirais peut-être à partir du moment où est-ce que ça a été les dernières années là, de votre direction là, chez Propane M&M. Quels ont été les faits marquants? Si je vous demandais, là, par exemple, les 2-3 faits marquants là, des dernières années là, à lesquels vous avez été à la direction de Propane M&M. Bon, les faits marquants, moi, je pense que des faits dont moi, je suis fier, là, les faits, je te dirais, la motivation de nos employés, avoir réussi à garder des équipes motivées, mobilisées pendant toutes ces années. Puis j'ai toujours senti que l'équipe était mobilisée. J'amenais des projets, j'amenais des nouveautés, les gens embarquaient un peu partout. Fait que ça, c'est quelque chose, là, je pense, là, que j'ai toujours apprécié là, de mon monde, puis qui soit derrière moi, parce que tout ce qu'on a parlé là, ça se fait pas tout seul. Oui, c'est ce que je parlais pour dire, parce que ça prenait un peu l'adhésion des employés pour dire, bien, parfait, on comprend, puis on décide d'avancer avec vous. Là.
Ben, quelquefois, on passait pour un extraterrestre. Ouais. Ça a déjà arrivé. Alors, Monsieur Riverain, j'aimerais vous poser la question en terminant. On a eu la chance, comme je vous disais, d'avoir quelqu'un que ça fait plusieurs années qui fait partie du décor de Nutrinor. On parle de 36 ans, là, plus ou moins. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de travailler dans une coopérative comme Nutrinor? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Moi, je pense que ça m'a apporté là, de travailler dans une entreprise qui était diversifiée, de voir aussi à peu près toutes les, je veux dire, tout ce que les problématiques qu'il y a dans d'autres secteurs, dans l'agroalimentaire, on touche à l'agroalimentaire, l'agriculture, le pétrole, c'est toutes des choses que si j'avais resté dans M&M que je n'aurais pas connues. Oui, de partager les bons coups, de partager les bons coups puis les mauvais coups. Là. Cette chimie-là qu'on avait au comité de direction, elle nous permet de grandir puis de voir les erreurs des autres, puis aussi de grandir avec les erreurs des autres, pas juste les nôtres, là. Génial. Alors, M. Riverain, un énorme merci d'avoir sorti de votre retraite pour venir nous parler aujourd'hui dans cette balado. Ben, ça m'a fait plaisir. Bon, à la prochaine. Merci. Passionné des affaires et par les défis, ingénieur de formation, Mario Lemelin est directeur des infrastructures du domaine énergie. Pendant les 30 dernières années chez Nutrinor, il a occupé plusieurs postes stratégiques qui ont amené la coopérative à évoluer. Bienvenue, Mario. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci d'être là. Alors, Mario, j'aimerais commencer dans le vif du sujet pour parler de votre carrière, du début de votre carrière. Parce que là, on est quoi? On est dans les débuts du Nutrinor ou de la CCS? Chez CCS, on était les spécialistes après l'acquisition de la laiterie Diamant dans le lait et dans les produits pétroliers. On a toujours été là. Je pense qu'on est rentré dans les années 1958. Fait que ça a toujours fait partie de l'ADN de CCS qui est devenu, comme par magie, lors de la fusion de Nutrinor. Fait que on a adopté ce nom-là, mais on a gardé nos racines au niveau des produits pétroliers. Lorsque j'arrive chez CCS ou chez Nutrinor, puisque à cette époque-là, on va l'appeler Nutrinor, on est dans la direction a décidé d'investir massivement dans le domaine des produits pétroliers, puis regarder là, à peu près tout ce qu'il y avait sur le marché parce qu'on voulait grossir rapidement. Parce qu'à l'époque, on parle seulement de produits pétroliers, donc du pétrole. Là. Il n'y a pas encore de propane dans la famille. C'est ça. Dans le gros investissement dans le domaine pétrolier que Nutrinor fait à l'époque, c'est l'acquisition de M&M Propane. Fait que moi, je rentre dans cette organisation-là parce qu'il y a un besoin criant, parce que on doit intégrer M&M Propane puis tout ça, puis que ça fait un poste disponible dans le domaine des produits pétroliers. Le patron de mon patron, M. Régis Bouchard à l'époque, va se concentrer dans la première année dans l'intégration de chez M&M Propane, comme vous l'a expliqué là, mon ami Jean tout tantôt. Fait que moi, j'arrive dans le domaine des produits pétroliers en 1994 et tout est à faire. Pourquoi tout est à faire? Parce que le gouvernement vient de faire une nouvelle loi et il faut refaire toutes les infrastructures pétrolières à travers le réseau. Pour quelle raison à l'époque? C'est une nouvelle loi qui... les réservoirs de produits pétroliers coulent sans cesse dans l'environnement. Tout le monde est tanné de ça. Fait qu'on veut mettre des infrastructures qui pollueront plus le sol. Fait qu'on a à respecter sa loi-là et à remplacer toute l'infrastructure de Nutrinor. C'est-à-dire tous les dépôts pétroliers pour les agriculteurs, toutes les stations-service, toutes les cartes lock. On va jusqu'à aller remplacer toutes les installations de chacun des agriculteurs parce que c'est tout en souterrain. Fait que rapidement, on doit faire feu à ça. Lorsque j'arrive chez Nutrinor, on vient de faire le dépôt de Saint-Gédéon. On a le dépôt d'Alma puis le dépôt de Métabetchouane qui ont passé l'hiver vide. Les réservoirs ont sorti du sol puis ils disent « Mario, viens nous ramasser. » là.
Fait que on m'assigne avec une équipe du tonnerre, là, monsieur Julien Lapointe, Léopold Girard, Marcel Aymon. Puis on dit, tu vas t'occuper de tout refaire ça, puis de faire ça. Ça veut dire, à part les 3 dépôts que vous venez de nommer, ça représente combien d'infrastructures environ, là? On parle d'une vingtaine, quand on parle des infrastructures à moderniser puis à changer? Ben, on a 20 ou 25 sites là, qu'il faut refaire les installations. Puis on parle à peu près de 300 ou 400 installations chez les agriculteurs. Pour les agriculteurs, là, à tous les jours, on en faisait 3. Fait qu'on en faisait un le matin, un sur l'heure du midi, puis un le soir. Là. Fait qu'on creusait, on arrivait chez l'agriculteur, on excavait le réservoir, on remplissait ça, on mettait un réservoir neuf, on disait au livreur, viens le livrer. Puis on a fait c'était une course, là, parce que on avait une date limite pour faire ça. Fait qu'on a fait l'ensemble de... Il y a d'autres travaux qui ont été faits plus tard, mais le Blitz a été donné de 1994 à tout ça. Puis, il y a certaines installations qui étaient entre deux, là, les fameuses stations de Saint-Bruno, puis tout ça. Fait que eux autres, ils vont tomber à 25 ans tantôt, il va falloir les refaire. Là. Entre autres, le plan de Saint-Gédéon là, qui était fait en 1993, juste l'année d'avant, il commence déjà à avoir une trentaine d'années. Ça veut dire qu'à l'époque, on vendait autant du pétrole, moi j'appelle ça du pétrole brut, là, il y a sûrement un nom à ça, mais on avait des stations-service, donc on était déjà bien implanté dans ce secteur-là. On était bien implanté dans ce secteur-là, mais on agissait plus à titre de grossiste. OK. On avait beaucoup de stations-service, mais on les opérait, on ne les opérait pas. Fait qu'on donnait, on engageait un gérant. On faisait une annonce, à l'époque, une annonce dans le journal. On a besoin d'un opérateur pour la station-service de Saint-Bruno. On avait 75 appels d'offres parce que tout le monde voulait travailler pour nous autres à cette époque-là, où il y avait un petit peu trop de main-d'œuvre. Fait que c'était toujours des agents qui opéraient ça. On va parler un petit peu plus tard, là, quand est-ce qu'on a commencé à s'intéresser aux opérations de dépanneurs, pourquoi on trouvait ça stratégique, puis pourquoi on l'a fait. Mais en fait, au niveau de la distribution, à l'époque, comment c'était différent de la distribution d'aujourd'hui des produits pétroliers? Lorsque j'arrive en poste, tous les produits pétroliers arrivent de Ville-de-la-Baie. OK. Fait qu'il y a un dépôt... Pour quelle raison? Parce qu'il y a déjà un dépôt à cet endroit-là? Il y a un dépôt maritime qui est fait par Shell, qui est installé à Ville-de-la-Baie. Lorsque j'arrive, le premier voyage en camion que je fais, c'est avec M. Dallaire que je salue, Alain Dallaire. Et il m'amène avec son 10 roues puis son pop chargé au plan de Ville-de-la-Baie. Fait que l'ensemble de tout le produit pétrolier vient de la baie. Fait qu'on a des gros camions qui vont charger 2 fois par jour à Ville-de-la-Baie, puis ils distribuent dans notre réseau. Fait que ça veut dire que, souvent, les gens ne s'imaginent pas que, le pétrole n'apparaît pas par magie. Là. Ça veut dire qu'à l'époque, le pétrole arrivait par voie maritime au port de Saguenay. On se faisait ravitailler par nos citernes. Là. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est ça. Donc, on partait de la baie, puis là, on redistribuait ça via nos plans. Via nos plans pour ce qui est des petits camions, puis directement dans les stations-service du réseau. Fait qu'on a, je pense qu'à l'époque, on a 2 vieux camions, là, des citernes 3 essieux là, qui font ce travail-là. Assez rapidement, là, je ne peux pas situer exactement dans le temps, mais disons une année ou 2 après, à cause exactement de la même loi que je viens de t'expliquer, Shell décide de fermer son dépôt de Ville-de-la-Baie. Fait qu'on a beaucoup moins d'alternatives. Puis là, c'est là qu'on décide de s'équiper pour aller chercher le produit à la raffinerie de Saint-Romuald. OK. Donc, ça veut dire que ça complexifie la logistique aussi, parce que là, au lieu d'aller à la baie, il faut que tu traverses le parc. C'est ça. Ça prend plus d'équipement, ça prend plus de main-d'œuvre, ça coûte un petit peu plus cher. Puis c'est là qu'on commence à s'adjoindre des partenaires. Là. On a commencé à embaucher des sous-traitants qui étaient spécialisés là-dedans. Là. À l'époque, on travaillait beaucoup avec Transport Jacques Auger, qui est encore
qui est encore en activité aujourd'hui. Ouais. À l'époque, il y avait beaucoup de mazout. À l'époque, c'était des produits qui étaient déjà en décroissance. OK. Depuis que je travaille chez Nutrinor, il y a des pertes de volume d'à peu près 8 % par année. Mhm. Dans les dernières années, ça a été plus moins 25 et plus moins 50. Ouais. Ça fait que là, il y a beaucoup moins d'activités là, pour ravitailler les clients d'huile à chauffage. Est-ce que ce chemin-là, je dirais presque le chemin du gaz, là, est le même pour le propane? Parce qu'on a effleuré un peu nos collègues de Propane M&M, mais est-ce que la distribution se passait de la même manière avec la raffinerie qui était à la baie, qui maintenant est ailleurs? C'est un petit peu différent. Je vais laisser mon confrère Jean vous expliquer ça parce que il y a des points de livraison qui sont sur le boulevard de Talbot. C'est très complexe. Ouais. Puis, je dirais que chez Nutrinor, à l'époque, c'était un autre corps de métier. OK. Fait que, Sans problème. Sans problème. Je voudrais d'abord qu'on continue là, dans cette même veine-là. Là, on est à peu près dans le début, milieu des années 2000. Avant qu'on parle plus de nos stations-service, comment on réussissait à l'époque de tirer notre épingle du jeu par rapport à la compétition? Parce qu'il y a de la compétition, il y en a tout le temps eu dans ce domaine-là en région. oui, il y a eu beaucoup de compétition. C'est séparé en 3 grands secteurs. Le secteur des livraisons, où OK. c'est nos petits camions, le chauffage, tout ça, où on se démarque par notre service à la clientèle, puis tout ça. On fait beaucoup d'acquisitions. Il y a beaucoup de monde qui quitte le marché. On fait les acquisitions de toute la distribution des pétroliers Irving en 2004. Petro-Canada quitte le marché en 2000. Donc, ça veut dire que c'était des 2007. opportunités qu'on saisissait suite à la fermeture ou peu importe la raison d'une bannière qui était déjà établie. C'est ça. Il y a des joueurs vu que c'était un marché, une chose en perte de vitesse, il y a beaucoup de joueurs qui ont sorti de ce marché-là. Puis là, on a pu capter là, certaines synergies, soit en les acquérant, soit en faisant du travail de terrain. Ouais. Fait que, du côté de la distribution, je pense qu'on a eu quand même notre part du gâteau parce qu'on a toujours été fort en agriculture grâce à notre proximité avec nos membres. Fait que ça nous donne l'avantage d'avoir des coûts qui sont plus bas parce que nos camions travaillent plus. Au niveau des stations-service, c'était complètement différent. Là. C'était... on compétitionne pour ne pas les nommer, là, les grandes gros, pétrolières là, de ce monde. Puis là, il faut se démarquer. On a trouvé des façons de faire. Au service à clientèle, on a introduit des nouveaux produits dont l'essence éthanol. On a positionné ça. Fait que les stations-service, je dirais que ça a quand même été assez stable. Oui. Puis les stations-service, à l'époque, on opérait sous une bannière. Ben, à l'époque, disons qu'au début, on utilise la marque de commerce CCS. OK. En 1983, la coopérative fédérée arrive avec une nouvelle idée de l'Ouest canadien. Elle dit, on a trouvé une image écœurante, ça s'appelle Sonic. Fait que je dirais de 83 à aller en 2017, c'est la marque de commerce qu'on a défendue là. Parfait. Donc, à l'époque, on a quoi? On a environ combien de stations-service? Je dirais qu'on est à peu près au même nombre qu'aujourd'hui, OK. à peu près 25 stations-service à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a quelques petites percées qui se sont faites sur la Côte-Nord, mais on est resté toujours très local là-dedans. Un secteur qu'on a développé beaucoup, ça a été ce qu'on appelle les systèmes à carte, les Carlock, ou notre façon de faire des affaires avec les entrepreneurs. Faisons un bond là, dans le temps, allons un peu de l'avant avec l'arrivée de ce que nous, on appelle nos haltes services. Je dirais qu'en 2014, on décide là, sérieusement d'attaquer le marché des stations-service. On en récupère parce qu'il y en a qui nous appartenaient puis qui étaient sous concession. Ouais. On en acquiert beaucoup, puis on fait un blitz, là. On s'en va dans le marché des stations-service. Tout ce qu'on voulait, dans un premier temps, c'est de remplacer la façon là, de rentabiliser Nutrinor. Ouais. Puis, on s'était associé à l'époque avec 2 bannières principales.
Puis ça allait quand même assez bien. Là. On ne se voyait pas nécessairement comme un porteur de bannière. En 2017, on est face à une situation que la bannière qu'on pensait la nôtre depuis 1983 n'appartient pas à Nutrinor. OK. Fait qu'il faut la remplacer. Fait que ça nous prend une image forte, ça nous prend... puis que ce soit pour vendre dans l'huile de chauffage, que ce soit pour vendre dans un agriculteur, que ce soit vendre dans mes systèmes à carte, que ce soit pour vendre dans une station-service qui va nous appartenir ou qui va être propriété d'un affilié. Et la marque qu'on utilise est plus disponible. Ça en prend une autre. Fait que l'idée d'investir massivement dans une image, c'est pour remplacer l'autre, puis positionner, puis dire, ben écoute, hey, c'est nous autres qui est là. C'est pas parce qu'on veut développer du détail, c'est parce qu'on veut s'affirmer en tant que vendeur de produits pétroliers, puis avoir pignon sur rue. On a décidé d'adopter à ce moment-là Nutrinor Énergie. Ouais. Il y avait un travail colossal qui avait été fait quelques années avant pour développer une nouvelle image de Nutrinor. Moi, j'ai été élevé avec Nutrinor, avec le soleil. Le petit soleil, oui. Puis là, on passait au pétale. On est tombé au pétale. Ouais. Puis les pétales, on arbore maintenant Nutrinor Énergie. Fait que ça a été des discussions, des études, puis je dirais que ça a été un gros travail. Mais à partir du moment où tu décides, il faut que tu l'opérationnalises. Effectivement. Il a fallu changer l'image partout, là, chez les agriculteurs, et partout, sur nos camions. De ce que moi j'appelle les marquises, là, ce qu'on voit souvent affiché, ça c'était quand même un travail parce qu'on parle d'environ, là, on va arrondir ça à une vingtaine de points de vente de produits pétroliers où est-ce qu'il fallait changer au complet l'image de marque. C'est l'image de marque dans nos stations-service, l'image de marque dans nos camions, citernes, l'image de marque dans ce que j'ai sur le dos. Ouais. On avait des manteaux verts à l'époque. On a sorti le galon de peinture. C'était un travail d'équipe là, avec les gens du marketing, avec nos employés. Mais je suppose aussi que d'avoir la marque Nutrinor associée maintenant aux produits pétroliers, ça a peut-être augmenté le sentiment d'appartenance des clients et même des employés? Je ne sais pas si ça a augmenté le sentiment d'appartenance, mais une chose est sûre, ça a augmenté il n'y a plus personne qui peut pas dire que Nutrinor ne vend pas de l'essence. Effectivement. Là. Moi, je le vois plus comme une affirmation ou une assumation. Ouais. À un moment donné, on s'est assumé, on dit on est Nutrinor Énergie, puis on veut être Nutrinor Énergie. Parce qu'à travers le temps, puis à travers les stratégies qu'on a utilisées, on a utilisé le don de Nutrinor de différentes façons. Là, pour la première fois, hors mettons, des produits laitiers qui ont mené, ont arboré cette image-là, on était le deuxième secteur à arborer ça. Mais je peux dire que en termes de rentabilité, ça a été très intéressant. Une marque comme Nutrinor, ça va directement là, dans une coopérative qui utilise les fonds pour développer... Tu m'amènes à un sujet super intéressant parce qu'en fait, le volet coopératif chez Nutrinor, aussi au niveau des produits pétroliers, pour un Mario Lemelin qui travaille depuis plusieurs années, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de travailler chez Nutrinor pour une coopérative de membres producteurs? Ça veut dire qu'on travaille pour soi, on travaille pour les membres. C'est notre entreprise. On travaille pour la coopération. Je comprends que ça appartient à certains agriculteurs, mais pour moi, ça appartient à tout le monde. Fait que c'est à tout le monde de faire en sorte que cette entreprise-là fleurisse, que cette entreprise-là se développe. Puis c'est aussi à tout le monde d'en prendre soin, là, parce que c'est fragile. Effectivement.
pour terminer, j'aurais le goût de jaser, Mario, de l'avenir au niveau des produits pétroliers dans les 3-5 prochaines années. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à une planification? On parlait de planification stratégique tout à l'heure. Ça ressemble à quoi l'avenir pour les produits pétroliers? L'avenir pour les produits pétroliers, ça s'annonce quand même intéressant. Nutrinor attaque ça comme le secteur énergie, là, ouais. Énergie avec un S. Evans va venir vous voir tantôt, il va vous expliquer dans quel secteur on va investir, puis dans qu'est-ce qu'on va vouloir là, mettre en place là, du côté énergie pour toujours faire mieux. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va faire. Tu sais, tu comprends que quand on a positionné Nutrinor Énergie, on a toujours le slogan « Imaginons la route ensemble ouais. ». Comment ça va se développer, puis comment ça va évoluer, je ne peux pas te dire exactement, mais je peux te dire qu'on va être à l'écoute. Déjà, on est en discussion avec nos fournisseurs pour avoir des diesels à faible intensité de carbone. Okay. Déjà, on introduit 10 % de notre essence, c'est de l'essence renouvelable aujourd'hui. Ouais. Après les fêtes, ça va toujours être 15 %. Fait que, je dirais que les produits pétroliers se raffinent, ouais. deviennent de moins en moins carbonés. Fait qu'on est capable de faire du diesel renouvelable, on est capable de faire de l'essence renouvelable. Puis je dirais que les alternatives prennent un peu de retard. Oui, la voiture électrique va venir à terme, mais c'est pas facile de développer des affaires puis de partir à zéro. Puis nous autres, on s'est amélioré beaucoup. Là. Je disais à la blague, moi, je viens de... Ma belle famille vient de Normandin. Ouais. Quand j'y allais avec mes enfants, je partais avec ma Dodge Caravan, ça prenait 100 litres, puis je ne revenais pas à Saint-Bruno. Là, avec ma voiture, je fais l'aller-retour avec 70 litres. C'est vrai, c'est vrai. Fait que les moteurs à combustion performent, les produits s'améliorent. Fait que non, il y a un bel avenir pour les produits énergétiques. On va-tu encore appeler ça de l'essence puis du diesel? Mais puis je dirais qu'on va continuer avec la population tant que le monde va en avoir besoin, tant que le monde va en demander. Puis là, le monde nous demande d'être un petit peu plus raffiné. On va l'être. Puis Evans et son équipe regardent toutes sortes de nouvelles alternatives là, pour être capable de répondre aux besoins énergétiques de la province de Québec. Mais puis du monde. Puis je pense qu'il va y avoir de la place pour tout le monde parce qu'on ne pourra pas permettre de mettre tous nos œufs dans le même panier. Très bien. Alors, Mario Lemelin, directeur des infrastructures du domaine énergie, merci beaucoup d'avoir participé à cette balado. Ça m'a fait plaisir. Monsieur Luc Simard a été engagé chez Propane MEM en 1993 en tant que répartiteur. Comme il était là dès les débuts, aux côtés de M. Jean Riverain, entre autres, il a beaucoup d'histoires à nous raconter, donc bienvenue Luc. Hey, bonjour. Donc, je me permets en fait de tutoyer là, parce qu'on a eu l'occasion de travailler à multitude de fois ensemble. Luc, en fait, je veux commencer tout de suite là, dans le vif du sujet parce que tu as eu la chance, je dirais, de commencer même avant le début officiel de ta carrière chez Propane MEM. Exactement. J'étais étudiant à l'université à l'UQAC. Puis, on m'avait demandé d'aller faire du remplissage comme étudiant au début. Là, okay. Un job d'étudiant. Ouais. C'était au remplissage 5 jours semaine, les samedis matins aussi. On faisait ça. Il y avait des ventes, des journées qu'on ouvrait. Puis là, tu sais, pour situer les gens, on parle du Propane MEM qui était à chez Chicoutimi sur Talbot. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on voit le team. Oui, par la suite, là, vous êtes devenu employé officiel et non pas un employé étudiant. Ben, entre les deux, parce que je n'étais pas officiel encore, okay. Non. J'ai fait ce travail-là, j'allais quand même à l'université, puis on me rappelait l'été. C'est arrivé deux étés que je suis allé là pour aller travailler là, puis c'était une belle expérience parce que déjà là, je touchais au propane, j'apprenais le remplissage, les normes, la sécurité au travers de ça. C'était mes premières bottes de sécurité que j'avais. Oui, parce qu'on s'entend, c'était les premiers balbutiements là, de votre expérience de travail, là, même à l'intérieur de votre propre vie. Là. Exactement. Fait que
pour ça. Fait que j'en ai beaucoup appris de faire des vérifications de réfrigérateurs ou même donner du stock à des clients là, qui venaient, qui achetaient. Tu étais dans les entrepôts, puis il fallait le chercher, aller le donner. Fait que c'est comme ça a débuté. Parce que ça veut dire aussi que Propane MM, à l'époque, donnait beaucoup moi, j'appelle ça du service conseil, là. Fait que ça veut dire qu'il n'était pas seulement un distributeur de propane, il y avait un volet résidentiel important aussi. Ben, il y avait ce volet-là, les clients venaient acheter. Le début, c'était les ventes de barbecue qui étaient bons. Il y avait des différents appareils. On faisait des réparations. Des soirs, on restait pour faire le spécial des nettoyages barbecue. Ça coûtait pas cher. Parce que j'ai bien compris, là, vous vendiez les appareils aussi? Oui, il y avait des appareils des barbecues qui ça se vendait. C'était la grosse mode là, qui débutait. Fait qu'on fallait aller les donner des clients, puis donner ce volet-là, comme je dis. Puis il y avait beaucoup de gens qui venaient porter du stock, du matériel. Ma job au plan, en fin de compte, était de m'assurer que tout le monde ait ses affaires. Puis il me demandait. Puis différents jobs. Puis il y avait des autobus scolaires qui venaient aussi, les premiers autobus convertis au propane. Et si on fait, je dirais, la chronologie là, de l'histoire de Luximar à l'intérieur de Propane MM, avant peut-être l'arrivée de Nutrinor dans le paysage, comment c'est passé l'évolution? OK. Là, ensuite, je suis retourné. Si on regarde l'évolution, là, je suis retourné. J'ai continué mes études, mais je voudrais plus dire que il est arrivé à un moment donné dans l'année où ils m'ont appelé pour aller tirer les boyaux de citerne. Pour aller aider. En hiver, les boyaux étaient rigides, pas souples comme aujourd'hui. Puis, je suis parti avec mon confrère Yves Maltais, que lui, ça faisait déjà un bout de temps qu'il était là. Qui est jusqu'à tout récemment là, encore employé. Là, maintenant, il est à sa retraite. Exactement. Puis on allait en arrière de Place du Royaume où plein de maisons se bâtissaient. Puis on allait faire le plein pour du chauffage temporaire. Fait que c'était mes premiers balbutiements avec les livreurs pour aller dans la neige. Puis on travaillait pour aller servir tout ce monde-là pour avoir du chauffage. Fait que ça, c'était mes premières sorties. Donc, ils m'avaient rappelé pour ça. Puis, en fait, de fil en aiguille, j'ai remplacé. Ils m'ont rappelé pour remplacer quelqu'un qui ne pouvait pas, puis etc. Fait que tout ça m'a amené à connaître un peu le marché du propane, puis à connaître de plus en plus ça, puis jamais ça. Et là, aujourd'hui, répète-moi en fait peut-être, Luc, ton poste officiel là, aujourd'hui chez Propane MM. Aujourd'hui, je suis aux ventes. Donc, ça veut dire que comment la transition s'est faite ou à partir de quel moment où est-ce que le Luximar, qui est, jeune adulte au niveau plus de l'entretien du service, à quel moment où est-ce que le côté vente est arrivé dans ta vie? Le côté vente, ça fait environ 14 ans. Je pourrais dire à mi-chemin. Là. Par passion, par intérêt? Par tout ça. Oui. D'exemple, avec mon patron Jean Riverain. Oui. Une discussion comme ça, on faisait ensemble, on disait si tu avais d'autres choses à faire dans l'entreprise, c'est une question que j'avais entendue dans mes cours. Puis, tu sais que tu aimerais faire? Moi, je dis, j'aimerais probablement aimer ça aux ventes, parce que quand tu m'as posé cette question-là, j'étais aux opérations, on pourrait dire, donc responsable des opérations, livraison, etc. Donc, ça lui a resté pas loin. Fait qu'à un moment donné, il y a eu un départ de quelqu'un aux ventes. Puis il est venu me voir. Si tu m'as déjà parlé de ça, si tu veux, c'est le temps. C'est pour elle, là, il y a une place. Fait que, OK. Fait que, après réflexion, j'ai dit oui, je vais lever le défi parce que là, il y avait des choses à faire aux ventes. On avait peut-être du merchandising à faire ou des choses à développer, la publicité, etc. Là, vous m'avez dit, ça fait à peu près une dizaine d'années, fait que ça veut dire que Nutrinor était dans le décor. Oui. Donc, Propane MM faisait officiellement partie de la famille Nutrinor. Oui. Et en quoi ça a peut-être changé peut-être vos responsabilités ou comment s'est vécu la transition là, entre l'opérateur et pour passer aux ventes? Est-ce que ça a été une coupure, là, comme je pourrais dire? Totalement. Quand j'ai rentré en 93 chez Propane MM, c'est là que j'étais au magasin, dans les achats, avec tout ça. J'ai appris à aller ou acheter du gaz ou faire des achats de pièces aussi. Le bagage était là. Tout s'en venait, exactement. Fait qu'on avait des relations qui avaient été développées dans le gaz propane, dans les achats. Donc, les camions aussi, les miteurs au propane, en fontaine, des compteurs, c'est tout un monde, là. Les techniciens avec qui je travaillais, les installateurs, le problème. Donc,
Ça, ben, ça m'avait amené que quand j'étais allé aux ventes, ben, j'avais cette expertise-là. Fait que les clients me parlaient, oui, le propane, c'est quoi, d'où c'est que ça vient, Ouais. etc. Ben, j'étais capable de lui répondre. Quelqu'un qui n'a pas ça, c'est plus difficile un C'est peu. ce que je m'en allais dire, ça donnait quand même une plus-value puis un avantage Ouais. lorsqu'on parle aux clients puis lorsqu'on essaye peut-être même d'avoir des clients parce que tu as déjà l'expertise en arrière de toi. Là. Aussi, je voudrais rentrer dans peut-être cette petite partie-là un peu méconnue là, pour les gens qui nous écoutent, l'approvisionnement du propane parce que souvent, on ne s'imagine pas le travail qu'il y a en arrière parce que, je donne l'exemple banal de si j'ai un appareil barbecue à la maison, ma bonbonne de propane, c'est facile. Je vais aller la faire remplir peu importe où, mais le propane, il ne sort pas comme par magie. C'est quoi le chemin là, du propane pour se retrouver presque à la maison? Ben, le propane, effectivement, il est magique. Ouais. Dans ce qu'il est, là, c'est un beau produit. Une petite parenthèse, c'est qu'on m'a déjà dit un livreur, comparativement à l'huile, par exemple, il n'y a pas d'odeur tant que ça. Il n'est pas salissant. C'est propre du propane. Ouais. Fait que, déjà là, fait que, oui, il arrive, on recevoir, nous, par wagon, par chemin de fer ou par camion. Souvent de différents points du Canada. Exactement, oui. C'est selon ce qui a été négocié, entendu, pour s'approvisionner. Et puis, bon, ben, chez nous, on les met dans les réservoirs. On vide les wagons pour les retourner. Et puis, bon, ben, nos camions-citernes qui viennent après une journée vont faire le plein, ils vont se préparer, puis ils vont avoir leur appel de livraison pour le lendemain ou le soir, ça dépend de l'horaire du travail. Puis ils vont livrer chez les clients, qu'eux sont déjà, certains ont déjà des réservoirs, des bouteilles de propane pour différents types d'appareils. Donc là, ils vont en avoir là. Sinon, ben, le barbecue qu'on parle, c'en est un revendeur qu'on a pris des ententes qu'on va les livrer. On vend le produit, lui, il le revend au client, puis il s'assure. Nous autres, côté de propane, ben, c'est de s'assurer de la conformité du revendeur. Effectivement, des équipements, etc. Ses employés, nos employés doivent être formés. C'est assujetti par Transport Canada, tout ça. Donc, on doit avoir des gens compétents. En quoi le propane est si populaire ou en quoi le propane est le combustible à avoir à la maison? Ben, comme je vous disais, c'est déjà la possibilité de l'amener où on veut, à différents endroits, dans le sens que où il n'y a pas d'électricité. On a développé beaucoup le secteur forestier. Même en ville, il y a beaucoup de clients qui sont pro-cuisinières, pro-foyer au propane, avec des beaux marchés. Bon, tu as déjà le barbecue chez vous, tu as déjà différents types, tu as du chauffage que tu peux faire avec ça. C'est un combustible qui est propre, qui est pas d'odorant, il n'y a rien, c'est juste une petite vapeur qui sort, et très efficace. On peut faire différents produits, puis très efficace. Coût énergétique, bon, on est rentable là-dedans, on est capable de versus l'électricité, ça dépend toujours de ce que le client a besoin, puis on y offre le meilleur appareil avec des économies. Puis le meilleur service. Ben, tu as le service en arrière, que ça, c'est bien de l'amener, hein, tu as bien raison. Le service, quand tu es vendeur, c'est une des choses que tu vas parler aussi beaucoup. Tu parles de prix, tu parles de différentes choses, mais tu vas parler de tes délais de livraison, tu vas parler de ton service après-vente, tes pièces, tes équipements, ton équipe qui est en arrière. Si tu n'as pas d'équipe, c'est difficile d'aller avancer. Donc, ça veut dire chez Propane et même, aujourd'hui, en 2024, on a parlé de service, on a parlé de distribution de propane. Est-ce qu'il y a d'autres spécialités de l'entreprise? Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de conversions. De conversion de véhicules qui sont à l'essence, qui peuvent être convertis au propane. Alors, on a parlé de distribution, on a parlé de service. Là, on parle de conversion de véhicules au propane. Pour les membres de Nutrinor, est-ce que Propane M a développé une expertise particulière? Une expertise pas particulière. Il existe déjà des choses, des systèmes pour des agriculteurs, exemple, des séchoirs à grains, qui, eux autres, dans leur séchage, je ne connais pas trop leur terme, là, mais ils vont sécher plus vite, enlever l'humidité grâce à ces appareils-là. Parce que c'est ce que je comprends, dans le fond, le propane, le gros avantage du propane, c'est que c'est... moi non plus, je ne connais pas les vrais termes, mais ça devient chaud rapidement. Comme par exemple pour les séchoirs, pour les chauffe-piscines, pour etc. C'est le gros avantage, si je ne me trompe pas. Tu ne te trompes pas, exactement. Fait que, puis comme je vous disais tantôt, c'est vraiment qu'on peut apporter des équipements proches, accessibles pour eux autres, sans avoir besoin d'un réseau, des poteaux d'électricité. Donc, on installe des beaux systèmes rapides, comme tu dis, pour chacun de ces clients-là.
Sinon, j'aurais le goût de te parler, Luc, de l'avenir, là, des prochaines années au niveau du propane. Est-ce qu'il y a des marchés à développer? Qu'est-ce que ça va être l'avenir pour Propane MM? Au niveau des ventes, là. Au niveau des ventes, on va toujours travailler. Qu'est-ce qui se fait là? Oui. Mais premièrement, il faut garder nos clients qu'on a présentement. Donc, conserver les acquis. Conserver les acquis. On est Québec, on est sur la côte nord, on est Chibougamau, on est à plusieurs endroits. Fait que je pense qu'il faut toujours être proactif puis être capable d'aller être à l'écoute de ces gens-là, là, parce qu'il y en a beaucoup qui reviennent. On a des hôtels, on a des chalets, on a des secteurs à couvrir. Donc, on a grand. Il faut quand même avoir un bon équipement, avoir nos bons employés qui sont là pour bien servir ces clients-là avec toute l'équipe. Puis la direction aussi. On le sent que vous avez du fun aussi à faire ça. Gardons ce sujet-là là, d'avoir du fun au travail. Pour Luc Simard, aujourd'hui, après combien d'années au total? Je suis rendu pas loin d'une trentaine d'années. Pas loin d'une trentaine d'années. Oui. Ça veut dire quoi? Ça a voulu dire quoi? Et ça veut dire quoi de continuer de travailler chez Nutrinor, à la coopérative de Nutrinor? Bon, tu as un bon employeur qui est sensible à ses employés, à tout le monde. Ça fait partie de leur mission. La direction l'a dit, l'affirme. On peut travailler de concert avec nos gens proches dans notre secteur. Puis, on sait qu'il va y avoir mais il va y avoir un retour du balancier. C'est-à-dire d'informations qui vont nous revenir. Puis, je sens qu'ils essaient toujours de mettre nos outils qu'on a besoin, les outils, les travails pour nous permettre d'avoir un travail plus comment je pourrais dire, avec une technologie aujourd'hui avancée. Fait qu'on s'en va vers de l'avancement de technologie. Oui, c'est propane, mais ça nous prend du support en arrière, donc on l'a de plus en plus. On travaille avec ça. Tout à fait. Alors, M. Luc Simard, merci d'avoir participé à cette balado. Ça m'a fait bien plaisir, Michel. Au plaisir. Natif de Chicoutimi-Nord, diplômé d'un HEC en gestion, fort d'un bagage diversifié en gestion dans différents modèles d'entreprise, c'est finalement Nutrinor qui l'accueille en septembre 2019 à titre de directeur de Propane MM. Aujourd'hui, Evans occupe le poste de vice-président du domaine énergie, un secteur en plein mouvement. Bienvenue, Evans. Bonjour, Michel. Merci d'avoir accepté. Ça fait plaisir, merci. Donc, parlons ensemble, en fait, pour la fin de ce balado de l'avenir du domaine énergie, mais surtout des tendances actuelles, parce qu'on le sait, le domaine énergie est un domaine en plein changement, en pleine même transition. Donc, ça ressemble à quoi les tendances actuelles au niveau de la consommation d'énergie? Bien, je vous dirais, il y a deux modes. Là. Il y a le mode plus conventionnel, comme on voit à tous les coins de rue, là, les dépanneurs, tout pour l'utilisation finalement du monsieur, madame, tout le monde. On le voit, il y a une forte tendance vers les autos électriques, vers l'électricité. On en parle à chaque jour dans les nouvelles. Le gouvernement en place actuellement a des politiques électriques très, très, très fortes. On le voit avec Nordvolt, avec les usines. Là, on veut vraiment avoir une politique là, en 2035. Les automobiles, la vente d'automobiles à essence va être interdite. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Donc, on le voit, là, il y a une forte tendance. Les ventes aussi augmentent. De l'autre côté, un peu plus au niveau commercial, industriel, c'est pas encore tout à fait clair. C'est pas si évident de remplacer le diesel. Effectivement. Il y a tout ce qui est arrivé avec le mazout, là, qu'on a... le gouvernement a mis en place des normes pour plus chauffer au mazout, etc., ou pour décourager le commerce, les commerces, ce qui fonctionne. Mais tout ce qui est de transport lourd, diesel, c'est pas encore très clair, ça va aller où. Et puis le diesel, on le voit, là, la tendance est encore à... L'économie va quand même de bon train malgré tout. Là, on le voit, nous, par les ventes de diesel. Les ventes de diesel continuent d'augmenter. Puis c'est pas juste chez Nutrinor, là, c'est dans le marché en général. Là, on n'a pas encore atteint la première petite pente descendante. OK. Fait que ça veut dire que malgré qu'au niveau des consommateurs, ça décroît peut-être un peu plus, au niveau des commerçants, des institutions, des industries, ça n'a pas nécessairement ralenti. Non, exact, c'est ce qu'on voit.
OK. Puis, continuons cette lancée-là au niveau de la transition énergétique. Qu'est-ce que ça signifie et puis qu'est-ce que ça va signifier pour Nutrinor dans les prochaines années? Le secteur énergie chez Nutrinor occupe quand même une grosse place. C'est une grosse partie des revenus, une grosse partie des profits. Et puis, nous, quand on voit ça, quand on se projette dans 15-20 ans, on a fait une planification stratégique uniquement pour la transition énergétique pour savoir où se positionner, parce que c'est un secteur important. C'est là quand on regarde les tendances, puis quand on se projette là, avec les statistiques que le gouvernement du Canada peut nous fournir, etc., puis avec les experts avec qui on va travailler, on le voit, c'est clair que les énergies fossiles, là, en 2050, ils vont décroître beaucoup. Ils vont avoir on coupe ça de moitié, puis peut-être même plus. Là. Okay. Donc, pour nous, avec un secteur important, c'est important on veut toujours croître. Nutrinor, c'est une coopérative qui est très dynamique, qui veut faire enrichir ses membres. Puis l'objectif à chaque année, c'est de battre nos budgets, donner des budgets d'accroissement, puis toujours un petit peu plus haut, petit train va loin. Et puis, on veut continuer malgré la décroissance des produits pétroliers. L'objectif, c'est continuer la croissance du secteur. Fait que comment y arriver? C'est clairement investir dans d'autres énergies, d'autres formes d'énergie et trouver son compte. C'est sûr que là, c'est pas évident parce que on ne sait pas encore où est-ce que tout va aller. Nous, le transport lourd routier, c'est un gros client actuellement. C'est que du diesel. Ça va être dans l'hydrogène plus tard. Ça va être plus à batterie. Puis comment qu'on réussit à être à l'affût de ça? Il y a des études. Comment que ça fonctionne concrètement? En fait, il y a des technologies. Il y a plein de manufacturiers de camions qui font des essais technologiques. Après ça, il y a, vous le voyez, comme Test Canada qui veulent s'installer pour produire de l'hydrogène. Est-ce que ça va être bon, produire de l'hydrogène? Est-ce que l'hydrogène va être accessible? Est-ce que les manufacturiers vont développer des moteurs qui fonctionnent à l'hydrogène? On était comme en plein balbutiement. Fait que pour Nutrinor, qui est dans cette vague-là, somme toute, on est un petit joueur, c'est pas nous qui fait les expérimentations. Mais quand il va arriver les produits, puis quand ils vont être disponibles, puis quand une technologie va être assise, on a les sites pour avoir des réservoirs d'hydrogène, pour pouvoir le transférer à nos clients actuels qui ont des grosses flottes de camions. Donc, on va être prêt, puis on va être à l'affût là, pour prendre ce virage-là nécessairement. Fait que ça veut dire que grâce à nos infrastructures qui sont actuellement disponibles, c'est possible pour nous, peu importe le type d'énergie, de pouvoir alimenter puis de pouvoir le fournir à nos différents clients. On peut donner un exemple là, facile qui actuellement est assez clair, les bornes électriques pour les dépanneurs. On a les sites qui sont les dépanneurs où est-ce qu'on vend des produits pétroliers. Il y a certains sites qui vont être bons pour justement là, les recharges comme les sites un peu plus intermédiaires où est-ce qu'il y a de la longue distance actuellement, où est-ce qu'il y a du potentiel de recharge parce que les gens font de longue distance. On a le terrain pour, on a la place, fait qu'on a juste installé l'infrastructure électrique puis la livrer au client, la vendre au client sur notre site. Exactement, c'est le même principe. Parlons, en fait, on a effleuré quelque peu le sujet du développement durable. Comment, en fait, le secteur des énergies chez Nutrinor tire son épingle du jeu au niveau du développement durable? On en a parlé dans les autres balados, là, dans les balados précédents. Le développement durable, ça fait partie de Nutrinor depuis quelques années. Même si le domaine énergie, on ne se le cachera pas, c'est des énergies fossiles. Comment qu'on réussit à intégrer le développement durable dans votre philosophie? Et certains conseils d'administration obligent leur entreprise à migrer une partie vers des énergies, justement, utiliser en fait tout ce qui est un peu plus durable. Fait que je pense que peut-être à court terme, on va avoir peut-être une demande pour ce qui est tout de diesel un peu plus bio. Avec un peu mélangé avec plus d'éthanol. C'est ce que je m'en allais dire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Là, ça veut dire que ça a été raffiné un peu plus? En fait, c'est juste différent. C'est qu'on utilise, ils prennent le diesel normal, ordinaire, puis ils le mélangent avec une portion de diesel éthanol. Fait que il est juste plus durable. Ça vient avec du maïs. Là, c'est sûr que c'est plus c'est différent, c'est plus vert. Même chose, là, il y a des diesels maintenant, ils appellent ça des diesels
biologique à 99%. Ça vient des graisses animales, de plein de sortes de graisses, des résidus. Un peu comme ils peuvent faire de la biométhanisation. Ouais. Là, je fais un parallèle. Là, Oh, oui. c'est complètement différent, là, mais je fais un parallèle. Donc, c'est des produits qui s'en viennent là, sur le marché sous peu, là, que les raffineries commencent à nous parler. Donc, parce qu'il y a des clients, justement, qui vont avoir une demande. Mais c'est clair que ces produits-là vont être plus chers. Puis après ça, ben, est-ce qu'ils veulent payer plus cher pour justement se verdir? Il y a aussi bientôt, ben, je vous l'ai dit, il va y avoir des carburants beaucoup plus durables qui vont être disponibles. Ben, ça pourrait arriver que Nutrinor Énergie décide de mettre quelques camions justement avec ces nouveaux carburants-là. Mhm. Oui, ça va nous coûter un petit peu plus cher, mais je pense que pour notre image, pour nos valeurs de développement durable fortes, ben, il faut mettre l'épaule à la roue, puis il faut mettre les actions. Il faut que les bottines suivent les babines. Fait que on va devoir essayer de faire un petit effort là. Puis tous nos petits camions, nos camionnettes sont toutes converties au propane. C'est beaucoup moins calorifique là, qu'au diesel. Puis en plus, c'est plus économique. On sauve beaucoup de sous. Fait que j'encourage, là, je fais pas une pub, mais j'encourage tout le monde qui nous écoute, qui ont des flottes de pick-up, de camions, de petits cubes, etc. Ça se convertit super bien au propane. C'est un petit investissement, mais quand il y a un peu de kilométrage sur la route, là, ça vaut vraiment la peine. Oui. Parlons maintenant continuons en fait le sujet de la transition énergétique. J'aimerais que tu puisses nous parler, nous amener le nouveau venu, en fait, dans l'infrastructure de Nutrinor. Je te laisse même le présenter la façon que ça s'est orchestré, tout ça, au niveau de notre nouveau partenaire dans l'éolien. Oui, bien, c'est dans l'éolien et le solaire. Je te reprends poliment. Ouais, ben oui. Éolien et solaire, c'est important de le dire parce que c'est vraiment, selon nous, après avoir justement analysé ça sur toutes ses facettes, puis je te l'ai dit tantôt, on a fait une planification stratégique uniquement pour savoir où se positionner, dans quelle énergie miser. Et puis, ce qui cotait, c'était l'éolien et le solaire. Vous le voyez, à chaque jour, il y a des annonces d'éolien. Hydro-Québec veut ouvrir beaucoup d'appels d'offres, beaucoup besoin de mégawatts, beaucoup d'industries qui veulent s'installer ici. Donc, les centrales, maintenant, c'est plus assez. On a atteint un pic énergétique. Fait que le gouvernement mise là-dessus. Les technologies sont rendues beaucoup plus abordables. Donc, le marché est prêt. Ouais, parce qu'il y avait déjà une tonne de possibilités malgré l'éolien, malgré le solaire. Ça veut dire que dans cette planification stratégique-là, il y a plein d'autres possibilités qui ont été évaluées. Oui, exactement. Il y a 7-8 filières qui ont été évaluées, puis nous, on a penché sur ces deux-là. Puis un coup qu'on a dit ça, ben c'est comment on se part dans un domaine qu'on n'est pas des experts. Oui, on connaît l'énergie, mais l'énergie, c'est vaste. C'est vaste. Puis on n'a pas d'expertise là-dedans du tout. Donc, on a rencontré de fil en aiguille le groupe Gilbert, qui avait des intérêts aussi, qui venait de se fonder une division énergie, justement, pour eux, c'est des entrepreneurs de toutes sortes, civils, miniers, etc. Et puis, eux, ils étaient tannés là, de donner les clés des projets après. Donc, ils voulaient avoir des infrastructures prospères dans le temps. Okay. Fait que c'est là qu'ils ont eu l'idée. Fait que de fil en aiguille, on a fondé Nutrinor Gilbert Énergie renouvelable. Donc, pour notre nom, Nutrinor est associé avec Groupe Gilbert, la famille Gilbert au Saguenay. Et puis, valeurs communes, des valeurs très communes. Ça travaille bien ensemble. On a eu des rencontres, ça se faisait naturellement. Okay. Fait qu'on a décidé là, justement de prendre la route de l'énergie renouvelable ensemble dans l'éolien et dans le solaire. C'est certain qu'on était chanceux parce que rapidement, il y a eu un joueur en vente au Québec. Ce qui n'arrive pas nécessairement régulièrement dans l'énergie renouvelable, surtout que c'est en effervescence. Okay. Fait que c'est là qu'on a été invité justement à participer à l'achat de l'entreprise. Et puis, on a fait l'acquisition là, de fil en aiguille de Valeco. Énergie Québec. Et dans quelle situation géographique? Valeco Énergie Québec, là, c'est vraiment au Québec. Okay. C'est vraiment une entreprise. C'est une entreprise européenne qui avait un bras au Québec. Ouais. Et puis, au Québec, ils développaient des produits
éolien majoritairement. Fait que dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'acquisition d'un parc éolien existant aux îles de la Madeleine, 2 éoliennes, 8 MW, avec une extension, justement, là, en développement actuellement, avec un contrat d'achat d'hydroélectricité déjà signé. Fait que pour nous, ça avait une grande valeur, parce qu'on pouvait continuer à grossir rapidement. Et puis, aussi un portefeuille de développement de projets avec 4, 5, 6 projets, plus ou moins ficelés, dépendamment des projets. Il y en a beaucoup plus, il y en avait qui étaient beaucoup plus avancés, prêts à déposer à des appels d'offres, et d'autres là un peu plus embryonnaires. Fait que pour nous, ça avait de la valeur. Fait qu'on gagnait plusieurs années en faisant l'acquisition de cette entreprise-là. C'est ce que je m'en allais dire. 5 employés à la barre. Exactement, parce que dans le fond, ce qui est aidant dans tout ça, c'est que j'oserais dire, la machine est déjà rodée. Là. Donc, il y a les connaissances qui existent déjà et les contrats qui vont aider à rentabiliser tout ça. Oui, fait qu'on sauve du temps. C'est important aussi d'avoir des actifs dans l'énergie renouvelable pour participer à des appels d'offres, parce que c'est pas facile, monter un parc de A à Z. Mm-hmm. Et puis, c'est beaucoup de sous, fait que les banquiers sont nerveux. Hydro-Québec veut s'assurer que pendant 25 ans, ça va être prospère puis ça va être durable. Ouais. Avant de terminer, je poserai la simple et bonne question, Evans. Pour toi, de travailler dans une coopérative comme Nutrinor, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi la fierté de travailler chez Nutrinor? C'est une bonne question, mais qui est quand même relativement facile à répondre. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises avant d'être chez Nutrinor, dans le domaine public, dans le domaine privé. Et Nutrinor, c'est particulier. Nutrinor, c'est... je vais le décrire en quelques mots, là, c'est de l'autonomie, c'est de la confiance de ses patrons, c'est de la reconnaissance, c'est du plaisir au travail. Puis c'est un environnement où est-ce qu'on est bien. C'est un environnement où est-ce qu'on est reconnu, puis qu'on est épaulé pour grandir. Il y a plein de possibilités. Et puis, je vous dirais, on s'amuse chez Nutrinor, on travaille, puis c'est sérieux, là, on fait des bons résultats. On a fait des bons résultats dans les dernières années. On peut le prouver avec si on regarde les rapports annuels. Les rapports annuels, merci, j'avais pas le terme. Et puis, on fait tout ça en ayant du plaisir. Écoutez, j'ai une centaine d'employés, je les connais toutes, ou presque toutes, par leur nom. On se tutoie, c'est agréable, on se côtoie, parce qu'on se voit tous les matins, tous les jours, tous les semaines. On fait des activités. Il y a beaucoup de transparence chez Nutrinor aussi. Je trouve ça important comme valeur en 2024. Donc, écoutez, j'ai que des commentaires positifs, puis j'encourage les gens à venir postuler qui ont des emplois. Génial. Donc, Evans Félion, vice-président du domaine énergie, merci beaucoup d'avoir participé à cette balado. Merci beaucoup. Merci, Michel. À la prochaine. À la prochaine. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.